pour les membres du comité de pilotage. Oui, vous serez payé à combien? Je vous le dis. C'est prévu 45 000 francs par jour de travail. Point final terminé. Par personne? Par personne. C'est tout. Et par mois, ça fait combien? Ah, mais ça dépendra du nombre de jours qu'on fera. D'accord, donc c'est pas sur le mois. Non, c'est pas sur le mois, c'est par jour. 45 000. Et ces 45 000 là, tenez-vous bien, c'est vraiment petit à faire comme on le dit. Même le président aussi sera à 45 000. Malheureusement, vous voulez encore davantage? Non, c'est juste une question. Si vous voulez, je vous dis plus. Malgré que c'est 45 000 francs par personne, le président, puisque vous posez la question, a écrit officiellement au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la justice. La lettre est dans ce studio. On a écrit au ministre de la justice, de la législation, chargé de l'évaluation avec les institutions, que le président Jean-Baptiste Elias renonce à prendre 1 centime pour tout ce travail qu'il fera, quelle que soit la durée. Ah, donc vous travaillez gratuitement? Moi, je travaillerai gratuitement pour montrer que il faut un engagement citoyen pour faire ce travail-là. On n'a pas besoin d'argent. J'ai la lettre ici. Et j'ai la lettre déchargée où j'ai dit au ministre que moi, je vais travailler et je ne prendrai pas 1 franc. Mais comment vous allez vous déplacer? Comment justement, vous allez, je me déplaçais avant, non? Je me suis déplacé pour venir dans ce studio. J'espère que vous ne m'avez pas payé pour venir ici. Non, pas du tout. Nous, voilà. On ne paye pas nos invités. Je me déplacerai aussi pour travailler, pour montrer que c'est un travail citoyen et qu'on peut le faire. Tous ceux qui pensent qu'on voulait le faire pour de l'argent n'ont qu'à rester tranquilles. On le fait. Moi, j'ai signé une lettre. La lettre est ici. Si vous avez une caméra, on peut la montrer au ministre chargé des relations avec les institutions que votre humble serviteur va faire le travail pendant toute la durée sans prendre 1 centime. Voilà. Vous êtes satisfait? Non, donc c'est dire que vous êtes à l'abri du besoin. Tout le monde a besoin de quelque chose. Mais il y a des moments où il faut faire sacrifice. Et j'ai accepté de faire sacrifice parce que le pays aussi a fait sacrifice et moi aussi je fais sacrifice. C'est ma modeste contribution. D'accord. Vous avez poussé loin pour savoir. Et comme je n'ai rien à cacher, je vous dis tout. Voilà, et donc, pour faire le point, il y a 83 millions qui seront consacrés aux 4 auditeurs, aux 4 experts qui viendront. Oui. Et tout le reste, ce sera dans le fonctionnement et on va dire la paye des autres membres du comité de pilotage. C'est ce qu'on Maintenant, retient. pour comparer, parce que comparaison n'est pas raison. Oui. Comparaison n'est pas raison. Les élections du 8 janvier 2023, la Sénat a perçu 5 milliards 635 millions 485 000 645 francs CFA. La Cour constitutionnelle a perçu 1 milliard 86 millions 828 800 francs CFA. La HAC, votre patron, vous, de la presse, Bon, l'essence de régulation très des bien, médias, a perçu 401 millions 34 710 francs CFA. La Cour des comptes a perçu 221 millions 300 000 francs CFA. Oui, pour en venir où? Attendez, il faut que vos auditeurs entendent tout. Oui, nous sommes là pour donner tous les détails. C'est vrai, et puis il y a le temps qui passe aussi. La Commission béninoise des droits de l'homme a perçu 14 millions 895 000 francs CFA. Le ministère de la Défense nationale a perçu 537 millions 259 950 francs CFA. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a perçu 652 millions 128 500 francs CFA. Le ministère du numérique a perçu 159 millions 394 700. Le ministère de la décentralisation a perçu 88 millions 281 170 francs. Et enfin, le ministère de la justice a perçu 55 millions 375 000 francs CFA. Autrement dit, en dehors de la Sénat, les institutions que je viens de citer ont perçu 3 milliards 216 millions 497 830 francs CFA. Ces chiffres que je viens de donner se trouvent dans ce document. Le rapport envoyé par la Sénat officiellement. Je n'ai rien inventé. Pour l'organisation des élections. Pour l'organisation des élections du 8 janvier 2023. Tout est dedans. Voilà. D'accord. Donc, et là, c'est l'audit du fichier électoral. Pour l'audit du fichier électoral, est-ce qu'il y a une comparaison à faire? C'est deux choses... Très bien, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette comparaison. Puisqu'on a donné les chiffres, non? Oui. Et quand on a commencé l'émission, vous aussi, vous avez donné les chiffres, non? Maintenant, je donne les détails. Ça veut dire quoi? Que les gens ne se disent pas que
on a pris beaucoup d'argent pour ce travail-là. Parce qu'il n'y a jamais d'élection sans fichier électoral. Il n'y a jamais d'élection sans liste électorale. Le premier outil pour qu'il y ait élection, c'est la liste électorale. Et si la liste électorale est débarrassée de tous les déchets possibles pour que nous ayons une liste qui soit en mesure, n'est-ce pas, de rassurer tout le monde, c'est une bonne chose. Donc s'il n'y a pas une liste électorale fiable, une liste électorale qui garantisse la transparence, les élections ne se feront pas. Et si on fait les élections et que tout ce monde-là a pris ce montant-là par rapport à ce qui est prévu pour que le fichier soit bien nettoyé, c'est rien du tout. C'est ce que je voulais dire. Rien du tout. Beaucoup de personnes vont s'interroger. 160 milliards, c'est beaucoup quand 160 même. millions. Millions, pardon, c'est beaucoup. Par rapport à 3 milliards, c'est beaucoup aussi? Non, sans faire la comparaison. Mais bien sûr, on est obligé de faire la comparaison. D'accord. Parce qu'il faut donner aussi les chiffres pour les autres. Il ne faut pas donner seulement les chiffres pour dire on a mis 160 millions pour le fichier électoral sans dire ce qu'on a mis pour les autres. D'accord. Et les autres ont pris le montant que je viens de donner. On vous aurait compris, monsieur Elias. Est-ce que vous avez déjà reçu les fonds? C'était la question de départ. Non. Le Conseil des ministres a siégé le 19 février 2025. Nous attendons d'avoir en main le relevé du Conseil des ministres. Ça ne saurait tarder. D'ici mercredi prochain, nous aurons le relevé. Puis, une fois encore, il s'agit des fonds publics. La procédure de décaissement sera engagée normalement. Le ministre chargé des relations avec les institutions, qui est le ministre de la Justice et de la Législation, va engager la procédure pour que l'argent soit disponible. Il y a deux possibilités. L'argent peut être disponible et logé dans l'enceinte du ministère de l'économie et des finances même. Pas de problème. L'argent peut être disponible et logé dans l'enceinte du ministère de la Justice. Pas de problème. L'essentiel est que nous ayons les rubriques et que nous puissions lancer l'appel à candidature pour que les experts puissent commencer par proposer des offres pour que nous puissions travailler. D'accord. Donc, ça va commencer quand? Vous allez lancer les appels d'offres à partir de... Dès que nous aurons le relevé du Conseil des ministres et que nous aurons donc l'assurance que les fonds sont réellement disponibles, nous lançons tout de suite l'appel à candidature. On a préparé déjà, depuis le 8 janvier 2025 que nous sommes installés, nous avons préparé tous les papiers, tous les dossiers pour être prêts. Tout ce que je viens de vous dire là, on a fait plusieurs réunions pour préparer tout ça là et tout est prêt. Nous attendons seulement qu'on nous dise que tout va bien et on va lancer l'opération. Et pour répondre encore à la question, nous, dans notre prévision, nous pensons faire tout pour que l'audit prenne fin au plus tard fin mai 2025. S'il doit y avoir retard, au plus tard la première quinzaine du mois de juin 2025. On aurait tout fait, on aurait tout fini, le rapport aurait été validé et les corrections, si corrections il doit y avoir, doivent se faire au niveau donc de la base de données pour que ce soit prêt. Puisque la loi prévoit qu'en septembre 2025, on va pouvoir tirer le premier fichier de la base de données pour que les électeurs en âge de voter puissent commencer par regarder si tout est bien, s'il n'y a pas eu d'erreur, etc. pendant 15 jours avant que le document complètement ne soit envoyé à la Sénat pour que nous puissions faire face aux élections de janvier 2026. Donc, combien de temps ça va durer l'audit quand vous allez finir, on va dire, l'appel d'offres, quand vous allez choisir, identifier, choisir les experts? 45 jours. Les experts ont une présence de 45 jours au Bénin pour que tout soit prêt, y compris rapport et tout. Et ça va consister en quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces experts? Nous avons un expert légal dans le groupe qui va essayer de voir si toutes les dispositions légales ont été prises et que l'enregistrement a suivi les règles prévues par la loi. Nous avons un expert
en biométrie électorale. La biométrie, c'est les empreintes, les ceci, les cela. Ils connaissent ce qu'ils ont à faire. Puis, nous avons un expert en numérique électoral et nous avons un expert en statistique et démographie. Les 4 ont un travail à faire. Tout est prévu dans les termes de référence de l'appel à candidature pour chacun des 4. Tout est dans la salle ici. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. C'est suffisant pour l'instant parce qu'il ne faut pas non plus tout dire. Nous sommes en ligne. Il ne faut pas que les gens sachent qu'il y aura donc des propositions qui seront faites par les experts dans l'un et dans l'autre cadre. Leur diplôme, leur expérience, leur vécu. Et nous avons insisté pour qu'ils comprennent qu'ils vont jouer avec leur crédibilité, ils vont jouer avec leur avenir, parce que s'ils font mal, nous allons faire ce qu'il faut pour faire connaître à tout le monde entier que X expert a mal fait un travail ici au Bénin, et ça va jouer sur sa profession et ça va jouer sur son avenir. Mais les critères sur lesquels vous insistez, ce sera quoi? Critères d'efficacité. D'accord, donc vous allez éplucher les dossiers et voir qui est le plus efficace possible. Le plus efficace, effectivement, tout est prévu dans le document. Le document d'appel à candidature. Tous ces détails-là sont dans le document et on doit savoir qui. Et on a même prévu déjà la note. Si vous avez telle compétence, vous aurez telle note. Vous avez telle compétence, vous aurez telle. Si bien que la transparence est totale. Il sait que s'il a ça et qu'il a apporté les preuves qu'il a ça, il a tel point, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on désigne, qu'on descende tout le total pour dire, bon voilà, X a telle note sur 100, Y a telle note sur 100, etc. etc. Donc l'audit pour des experts internationaux, est-ce que des Béninois peuvent aussi soumissionner? Les Béninois qui ont une compétence internationale peuvent soumissionner. Il n'y a pas de problème. Nous ne faisons pas l'exclusion. L'essentiel est qu'ils aient une compétence internationale et qu'ils apportent la preuve qu'ils ont déjà fait ça ailleurs et que les résultats ont été bons. C'est tout. Et quel sera en ce moment votre rôle pendant l'audit du fichier ou de la base de données? Le rôle du comité de pilotage. Le comité aura pour rôle d'abord de mettre en œuvre les termes de référence, ce que je viens de dire. Ensuite, le comité aura pour rôle de recevoir les réponses. Présentation, offre technique, présentation, ordre financière. Le comité aura pour rôle de faire le dépouillement ensemble avec les spécialistes de marché public et ensemble avec les spécialistes de gestion des finances publiques, ensemble avec le contrôleur financier. Ils seront tous là pour qu'on puisse faire le travail parce que ce sont les fonds publics. Ils doivent voir clair pour savoir si ça répond aux procédures et aux normes des finances publiques. Une fois qu'on aurait fait ça, bien entendu, on va requérir l'expertise de l'autorité de régulation des marchés publics, puisque ça doit jouer aussi. Donc nous devons recourir à ça. Et on va retenir donc le meilleur dans chaque catégorie. Puis, on va donc répondre à tout le monde qu'il y a eu tel nombre de candidats. Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième, etc., etc. On va tout dire de façon transparente. Le premier sera invité à venir pour chaque catégorie. Il va faire, en tant que premier, le contrat. Le contrat sera enregistré officiellement au niveau des services compétents. Il va payer donc les frais d'enregistrement et tout. Puis, il va se mettre au travail. Et ils vont travailler selon le cahier de charge qui est proposé pour qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. Voilà comment ça va se passer. Et ils auront 45 jours sur le terrain pour faire le travail et pour finir. Vous pouvez me dire, est-ce que ça va suffire? Oui, ça va suffire. Ça va suffire, nous avons l'expérience. Je peux dire, pour un pays qui est à peu près 12 fois plus grand, 15 fois plus grand que le Bénin, un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, on a pu faire l'audit du fichier électoral
en 3 semaines. D'accord, donc 45 je ne vous donnerai pas jours. le nom du pays non plus. Je sais de quoi je parle. Et on l'a fait en 3 semaines. Donc, pour ici, si nous nous donnons 45 jours, c'est que c'est possible. Et après les 45 jours, le fichier il sera disponible. Est-ce que on sera dans le temps par rapport aux prochaines élections? Et bien sûr, puisque je vous l'ai dit, nous estimons, notre prévision est que tout soit fini le 31 mai 2025 ou au plus tard le 15 juin 2025. Le dépouillement ou bien les attendez, résultats? Tout soit La fini. fin de l'audit Attendez, madame, même. suivez bien. Que Oui, tout soit prêt le 15 juin 2025 au plus tard. Maintenant, nous avons juillet, nous avons août, pour que toutes les corrections prévues et validées dans le rapport puissent se faire dans la base de données. On a 2 mois pour faire cette correction, ça va vite. En principe, même en 2 jours, 2 semaines, c'est bon déjà pour corriger tout. En 2 semaines, ça suffit. Mais nous avons prévu une marge de manœuvre de 2 mois pour faire ces corrections au cas où il y aura des corrections. Puisque le premier jet à sortir de la base de données ne se fera qu'en septembre 2025. Donc nous avons tout le mois de juillet, nous avons tout le mois d'août pour faire toutes les corrections éventuelles qui sortiront de l'audit. Donc à tout casser, l'audit même, le travail va se terminer, va s'achever quand? Selon vos prévisions? Je vous l'ai dit, à la fin du mois de mai. Tout avec les corrections, non. tout et tout. Donc dites-nous, avec les corrections, tout et tout. C'est ce que je vous dis. Nous ne pouvons pas préjuger du volume de correction qu'il y aura maintenant. Et voilà pourquoi nous avons donné 2 mois de marge à partir du moment où le rapport des experts est validé. Oui. Nous avons donné 2 mois de marge pour que les corrections se fassent. Et je vous dis, en principe, en 15 jours, ça doit se faire. Mais nous avons donné 4 fois plus de temps qu'il faut pour faire la correction. D'accord. Puisque la loi dit qu'on ne peut sortir de la base de données le premier jet pour le fichier électoral qu'en septembre 2025. D'accord. Donc si on doit revenir un peu en arrière, quand les experts ils finissent leur audit, qu'est-ce qui va se passer? Qui fait les corrections? Qui fait les corrections? Oui. Mais c'est l'ANIP qui a la gestion et l'administration de la base de données. L'ANIP assistera bien sûr à cette réunion. Et le comité de pilotage va faire le suivi des corrections prévues. Voilà comment ça va se passer. Donc c'est l'ANIP qui va corriger. C'est l'ANIP, bien sûr. Les éventuelles corrections qu'il y a à faire, c'est la loi donne mandat à l'ANIP d'administrer et de gérer la base de données. Donc les experts, eux, ils viennent, ils pointent du doigt ce qui ne va pas et ils s'en vont. Ils font savoir ce qui ne va pas. On va voir, tout le monde va voir. Ce ne serait pas dit seulement, il y a telle chose qui ne va pas, on s'en va. Non, on va voir. Et puis, quand ils vont partir, et quand on va faire les corrections, nous allons voir si les corrections ont été faites ou pas. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord. Et il y a quelques jours, récemment, vous avez eu une réunion avec votre comité. Dites-nous, qu'est-ce qui découle de cette récente réunion? La réunion, on a déjà fait plus de 15 réunions depuis que nous sommes installés. Et à chaque réunion, nous avons un ordre du jour que nous suivons, à savoir, 1, préparer les termes de référence, ce que nous avons fait. 2, préparer la possibilité du recrutement des agents devant faire le suivi, n'est-ce pas, des fonds publics. 3, préparer les besoins en matière de fourniture de bureaux et de matériel dont nous aurons besoin. 4, faire le budget à présenter aux autorités compétentes. Puis, maintenant, faire le suivi après la décision du Conseil des ministres de comment les choses vont se passer, que je viens de vous dire tout à l'heure. Voilà, entre autres, l'essentiel de ce que nous avons fait au cours de nos réunions au niveau du comité de pilotage.
D'accord, donc c'est vos activités récentes et là vous êtes dans l'attente de la mise à disposition des fonds. En attendant, qu'est-ce que vous faites? En attendant, mais comment? Je vous dis que d'ici mercredi, nous sommes dimanche aujourd'hui, hein, Oui. en 2 jours, nous attendons d'avoir le relevé du Conseil des ministres. J'espère que lundi ou mardi, nous aurons le relevé. Et quand nous aurons le relevé, on verra avec le ministre chargé des relations avec les institutions et son équipe quelle est la procédure. Là également, nous allons suivre les règles de l'art. On ne va rien précipiter. C'est les techniciens qui nous diront comment ça va se passer. Je ne peux pas vous dire ça ici, dans ce studio, parce que je ne m'y connais pas. D'accord. Pour en revenir à l'audit du fichier, les résultats attendus, si on s'en tient à ce que vous dites, c'est d'avoir une base de données clean. Absolument. Voilà. Et quoi d'autre? C'est tout. Aussi, je vous dis que c'est un travail technique et choses là, et scientifique. On n'attend rien d'autre que ça. Et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple des marchés pour les infrastructures. Une fois qu'on a pris quelqu'un pour le faire, c'est les agents de l'ANIP. Et il aurait fallu qu'un œil extérieur vienne voir ce qu'ils ont fait. C'est ça là que nous voulons faire maintenant. Pour savoir si oui ou non, tout ce qui est prévu par la loi a été fait. Et si ça a été fait en respectant ce qui est prévu. Une fois que c'est comme ça, c'est fini. D'accord, on va passer à la dernière partie de cette émission, c'est le oui-non dans quelques instants. Alors, Monsieur le Président, le principe il est simple, on vous pose une série de questions à laquelle vous répondez par oui ou pas non, et ensuite vous pouvez... Si je ne connais pas, je ne vais pas répondre. Je peux ne pas connaître. Ou bien c'est pas ça. C'est sûr que vous connaîtrez la réponse. Ah bon, d'accord. Il suffira juste de dire oui ou non, et vous allez justifier après. Je vais noter les questions d'abord, avant de répondre, mais c'est quoi? Oui. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. D'accord, on y va avec cet accompagnement sonore de Razak Moussa. Alors, première question, un comité de pilotage sans parti de l'opposition n'est-il pas un comité déséquilibré, oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas déséquilibré, madame. Vous avez dit non, on note non. Ensuite, deuxième question, y a-t-il un lien entre la lutte contre la corruption et l'audit d'un fichier électoral? Absolument, oui. Oui, on va noter. Et troisième question, est-ce que l'audit du fichier électoral nous garantit des élections transparentes? Absolument, oui. Vous avez répondu oui également. Alors, on s'éloigne un tout petit peu de ce sujet. En tant que monsieur anticorruption du Bénin, pensez-vous que la lutte contre la corruption au Bénin aujourd'hui a évolué? Le Bénin peut mieux faire. Donc c'est oui ou c'est non? C'est non? Le Bénin peut mieux faire. Voilà ma réponse. Donc entre deux, bon, on vous donne un joker et on met entre deux. Voilà, entre le oui et le non. Si vous voulez des détails, je donnerai, mais j'ai dit le Bénin peut mieux faire. D'accord. On va continuer la prochaine question et ce sera la dernière. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une idée de votre salaire en tant que président de l'ANLC? Malheureusement, j'aurais pu apporter le décret. Il y a un décret. C'est dommage. Si vous m'aviez dit ça, j'aurais apporté le décret. Ça fait longtemps, j'ai quitté là-bas, ça fait 5 ans. D'accord, c'est vrai, c'est des questions qu'on ne dévoile pas. Malheureusement, avant. Si vous l'aviez dit, vous avez vu, non? J'ai donné tous les détails maintenant. Je vous donnerai tous les détails encore. D'accord. Il n'y a pas de problème, madame. Invitez-moi une autre fois, dites, on va parler de ça. Je vais amener le décret et on va le décortiquer. Mais c'est quand même le vôtre. Est-ce que ça s'oublie? Mais bien sûr, ça fait 5 ans que j'ai quitté là-bas. Depuis mars 2020, j'ai quitté là-bas. Ça fait 5 ans. Donc vous avez tout oublié. Et vous voulez que je me souvienne de ce que le contenu de ce décret-là? D'accord, on vous a avec plaisir. Je ne vous cacherai rien. Justement, c'est pour ça qu'on vous pose la question. On a compris. Oui. Si vous m'aviez dit ça, j'aurais demandé au service compétent de me sortir le décret. Je viendrai l'exposer ici. D'accord. Il y a un décret, madame. Il n'y a rien à cacher. D'accord, on va passer aux réponses maintenant. Très bien, on y va alors. Alors, la première question, vous aviez dit non. C'était quoi la question? C'est est-ce qu'un comité de pilotage sans parti de l'opposition, est-ce que c'est pas un comité déséquilibré? Non, pas du tout, c'est pas déséquilibré parce que je vous l'ai dit, le comité de pilotage n'a qu'un rôle d'accompagnement. Nous avons prévu 4 experts internationaux qui s'y connaissent dans le domaine pour faire le travail. Le comité de pilotage ne fera qu'accompagner de services d'interface, d'ouvrir les portes de l'exécutif, d'ouvrir les portes des services compétents
pour que les experts puissent travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Que la mouvance soit présente à travers le parti d'opposition ou qu'elle soit absente, elle aurait été contactée. On lui aurait demandé de venir. Maintenant, si elle ne vient pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir. D'accord. La question suivante, vous avez dit oui. Y a-t-il un lien entre la lutte contre la corruption et l'audit d'un fichier électoral? Absolument, madame. En effet, en matière électorale, il y a des postes qui s'occupent de la fraude. La fraude étant, comme vous le savez bien, un élément connexe de la corruption. 1. Les fraudes électorales s'exécutent à chacune des étapes suivantes. Révision de la liste électorale. Affichage des listes électorales. Établissement des cartes d'électeurs. Distribution des cartes d'électeurs. Campagne électorale. Jour du scrutin. Dépouillement. Centralisation des résultats et proclamation des résultats. À tous ces niveaux-là, la présence de la corruption est bien ancrée. Le jour du scrutin, comme vous le savez, dans beaucoup de centres de vote et dans beaucoup de postes de vote, on avait vu à l'époque des gens qui viennent s'asseoir quelque part, une ou deux maisons du centre de vote, et quand les électeurs arrivent, on leur dit « passe là pour voir ». Passe là pour voir. Et ils passent là-dedans, on leur donne de l'argent pour dire « votez pour telle chose ». Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on en fait maintenant la liste, quoi, la fiche unique. Avant, on faisait les élections en donnant une fiche par candidat ou par parti. Si bien que quand on a constaté qu'il y avait ça... Le bulletin unique. Le bulletin unique, merci beaucoup. Quand on a constaté qu'il y a ça, les gens vont là-bas pour dire, tiens, voici ceux pour qui tu vas voter. Maintenant, tu as l'argent. Ramène-nous les autres. Pour qu'on soit sûr que quand tu es rentré vraiment, tu as voté pour ce que nous voulons. D'accord. Maintenant, on dit pour éviter un peu ça, on fait le quoi, fichier unique là? Le bulletin unique. Le bulletin unique, si bien que l'intéressé ne peut plus rien amener. Mais pourtant, on leur dit, parfois, attention, tu vas te donner mon argent. Nous sommes dans le pays de Vaudou. Si tu prends mon argent et que tu ne votes pas pour celui que j'ai dit là, le Vaudou va te prendre. Vous avez vu des cas comme ça? Bien sûr, il y en a malheureusement. Donc voilà ma réponse concrètement. D'accord. Alors la suivante. Oui. Pour cette question, vous avez dit oui également. Je vous rappelle la question. Est-ce que l'audit du fichier électoral garantit des élections transparentes? Ah oui, bien sûr, parce que on aurait essayé d'extirper un peu les déchets, c'est le mot qu'il faudrait sortir. Et ça va assurer tout le monde parce que les déchets peuvent être dans la base de données de bonne foi sans qu'on ne puisse incriminer personne. Un agent qui veut faire l'inscription, qui était un peu fatigué, qui a mis autre chose là-dedans et qui n'a pas fait attention, tout ça là peut arriver. Tout comme on peut mettre des choses dans la base de données de façon consciente pour faire ce que nous combattons, à savoir gonfler la liste électorale, soit par des gens qui ne sont pas des Béninois. Et le jour du vote, on leur demande de quitter le coin, n'est-ce pas, les pays limitrophes là pour venir voter. Et si c'était le cas, si on peut essayer de faire le maximum pour extirper cette liste-là de tous ces cas-là, ça va rassurer tous les partis qui vont en compétition pour qu'on sache que le vote sera sincère. L'article 1er du Code électoral a demandé que le vote soit sincère. Et justement, cette activité-là permettra à ce que nous ayons les votes sincères. Voilà ma réponse, madame. Alors, puisqu'on est en fin d'émission, il y a eu aussi cette question dans la série en tant que monsieur anticorruption. Pensez-vous que la lutte contre ce fléau-là a évolué au Bénin? Vous avez dit, vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit non. Vous avez dit le Bénin peut mieux faire. Parce que voilà, en 21 ans, si je savais que vous allez poser cette question, j'allais amener les preuves. Vous me connaissez, j'amène toujours les preuves. En 21 ans, le Bénin est parti de 36 points à 45 points.
36 points à 45 points. Donc, en 21 ans, ça fait combien? 36 ou 45, ça fait combien? 19 points, non? Ou bien combien? 18 points, enfin bref. Pas très fort voilà. en Donc, calcul. D'accord, très bien, ça fait un. Deuxièmement, il y a des hauts, il y a des bas, puisque nous n'avons que l'indice de perception de la corruption de Transparency International pour comparer. À des moments donnés, le Bénin monte. À des moments donnés, le Bénin est en plateau. À des moments donnés, le Bénin chute. À des moments donnés, le Bénin monte. Cette fois-ci, pour 2024, le Bénin a augmenté de 2 points. Et j'ai vu tout le monde crier pour dire, oh là là, le Bénin a fait un bond, le Bénin a fait un bond. Ce n'est pas vrai. On ne dit pas la vérité aux gens. Comment ça? Oui, madame. Le Bénin n'a pas évolué. Le Bénin a eu 2 points, d'accord, par rapport à 2023. Mais déjà, le Bénin a eu 6 points déjà à des années données. Donc le Bénin a eu 4 points déjà à augmentation à des années données. On n'a pas fait de grand tapage autour. C'est ce que je veux expliquer. Ça fait un. Deuxièmement, le Bénin a 45 points sur 100. Ça veut dire que nous n'avons pas 50 sur 100. On n'a pas la moyenne. Mais comment se fait-il que les gens vont dire que le Bénin a évolué alors que nous sommes dans une classe où on n'a pas la moyenne? Mais, et je dis, on peut avoir la moyenne. Et on peut même dépasser. Les 5 pays africains qui ont la moyenne, leur dirigeant n'a pas 2 têtes. Leur dirigeant n'a pas 4 bras. Nous pouvons le faire. Et nous avons tout pour réussir. Vous voulez savoir? Oui. Très bien. 1. Transparency International, qui fait donc l'indice de perception, est venu faire un rapport ici au Bénin et a proposé le système national d'intégrité. Rapidement, on a quelques secondes. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Et il y a des recommandations qui ont été faites, adoptées le 30 novembre 2016 par le président de la République, le président Patrice Talon. Avons-nous mis ces recommandations en œuvre? Point d'interrogation. Vous ne savez pas? Je ne suis pas à l'exécutif. D'accord. Mais je sais que c'est non. Puisque vous voulez savoir, c'est non. Exemple, je prends un seul, on n'a pas le temps. Transparency a dit que pour la déclaration de patrimoine au Bénin, il faut les publier. Vous n'avez jamais vu une fois on a publié la déclaration de patrimoine au Bénin? Je donne cet exemple concret. Si vous voulez, on va citer les autres. D'accord. Très bien, c'est pas fini. Oui. Maintenant, on a fait les journées nationales de la gouvernance. 2017, il y a eu des recommandations. 2018, il y a eu des recommandations. 2019, il y a eu des recommandations. Alors que toutes les parties étaient là. Exécutif, législatif, judiciaire, partenaires techniques et financiers, société civile, tête couronnée, tout était là. Donc, on a fait ce qu'il faut. On a dit, voici les recommandations pour que ça avance. Est-ce qu'on les a mis en œuvre? C'est non. Ensuite, dernier point. Le FMI, le Fonds monétaire international, a sorti un rapport en février 2023. Rapport février 2023. Et a fait des recommandations. Entre autres, il a dit, il faudrait que la déclaration de patrimoine se fasse, non seulement qu'on publie, mais que tous ceux qui sont alliés à la personne qui doit faire la déclaration de patrimoine fassent aussi leur déclaration de patrimoine. Ça rejoint le protocole de la CEDEAO que le Bénin a signé le 21 décembre 2001 à Dakar, qui dit qu'il faudrait faire la déclaration de patrimoine pour l'individu, pour son conjoint, oui, et pour ses enfants mineurs. Mais c'est pas fait, c'est ça? Ce n'est pas fait. Donc je dis le Bénin peut mieux faire. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Jean-Baptiste Elias.